On y va? Je vais enlever mon casque qui me tient ultra chaud et pour l'instant, j'en ai pas besoin. Vous excuserez, voilà, je me dénude un petit peu le cou. Hein, voilà, hop, 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 ce qui fait quand même une. J'ai enlevé la clim, là, j'ai ouvert j'ai ouvert les portes-fenêtres parce que la fraîcheur commence à tomber. Voilà, bon, mais je suis désolé qu'Andy soit pas là, mais on va entamer le petit sujet de la soirée. On va parler un petit peu de musique et pour ça, on va reprendre là où je m'en étais arrêté et faire une petite bifurcation vers le côté musical de la force et vous parler un peu de ce qui m'a amené à tout ça, de ce qui m'a amené à m'intéresser à la musique, l'évolution qu'il y a pu avoir depuis 52 ans et demi que j'écoute de la musique, et même plus, vous verrez pourquoi. Parce qu'il se trouve que mon éveil musical s'est fait avant même ma naissance, que je suis issu d'un couple de musiciens. Ma maman, alors ma maman est toujours avec nous, donc je vais dire était parce qu'elle a pris sa retraite, mais elle était chanteuse. Euh, Elle a eu un groupe de musique de variété pendant des années, puis un groupe de musique de bal, donc elle avait un orchestre qui animait des bals populaires. Il se trouve que j'ai joué avec elle de la guitare, de la basse, de la batterie, un peu tous les instruments, un peu d'accordéon, un peu de trombone, du chant aussi, tout ça pour gagner ma vie, parce que mes parents n'avaient pas non plus des moyens illimités, bien au contraire. Moi qui parle souvent du diable, on lui a souvent tiré sa petite queue en fin de mois, même au début du mois. Euh, Nick a fait oh, ok, mais avec grand, 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 grand plaisir. Grand plaisir. T'inquiète, il y en aura un autre. Voilà. Mais bon courage pour le vol. Et du coup, voilà, j'ai été bercé dans cette culture musicale depuis tout petit, et joyeux anniversaire à elle encore. Même avant ma naissance, puisque mes parents ont toujours écouté de la musique, sont allés à des concerts pendant que ma maman m'expectait, comme on dit. Salut Liamvik, salut tout le monde. Ouais, on va parler musique, on a commencé d'ailleurs, je bifurque un petit peu. Re-Eddie. Et donc j'ai été plongé dans ce bain musical assez hétéroclite depuis même avant ma naissance, puisque mes chers parents sont même allés à un live, à un concert de Black Sabbath avec moi à l'intérieur, ce qui fait que ça a certainement dû être le groupe le plus important de mon existence, et ça l'est toujours. Je dis certainement, je sais très bien que c'est pas certainement, c'est le groupe le plus important de mon existence. C'est compliqué à voir, mais en haut de mon cou, j'ai le petit diablotin de leur logo qui me suit depuis un sacré moment, et parce que j'ai décidé, depuis que je commence à être vieux, de me lâcher un peu, et puis de me faire plaisir, de faire plaisir à ma peau en y lâchant des trucs de gamin. Voilà. En tout cas, voilà, Black Sabbath, ça a été vraiment le groupe de toute mon existence. Euh, à commencer par celui de ma prime jeunesse, de ma prime enfance, et de la musique qui passait en boucle dans certains milieux dans les années 70. Et comme vous le savez, j'ai grandi dans une communauté hippie, et j'allais en vacances l'été chez mon oncle qui lui-même était un sacré hippie. Dans une communauté naturiste. Alors il y avait des choses très très limites, hein. Je vous cache pas que les années 70, on était un peu dans le flou au niveau légalité, mais bon. Et en tout cas, c'est de la musique qui passait très très souvent, mais qui était déjà plus l'apanage, on va dire, des populations les plus underground, puisque ceux qui étaient un peu plus sur la musique du tout venant écoutaient plutôt des choses plus mainstream, entre guillemets, mais c'est des choses que j'aime beaucoup, comme Janis Joplin ou Jimi Hendrix ou Led Zeppelin, des choses comme ça que je trouve formidables aussi. Mais il y avait quand même une une partie pardon, de la population qui ensuite s'est orientée vers différents types de musique, dont le punk plus tard en 77, et je vais vous montrer un peu comment c'est arrivé tout ça, parce que il se trouve que malgré mon jeune âge, j'ai vu un peu les choses qui étaient en cours et qui étaient dans l'air du temps, et ça m'a durablement marqué. Parce que livré à moi-même très petit, et donc bien obligé de me réapproprier les codes des adultes, j'ai pu, comment dire, me nourrir de cette culture sans vraiment la comprendre au début, en appréciant uniquement les intonations, la rythmique, le son, etc. Mais aussi un peu l'univers qui allait autour.
Et même si je comprenais pas vraiment tout ce qui se passait autour des chansons et des sons, par exemple, de Black Sabbath, mais aussi d'autres groupes qui commençaient aussi à l'époque à aller un peu... Covenant, par exemple, qui est arrivé en même temps que Black Sabbath, avait une iconographie qui était vraiment aussi très basée sur la magie, sur l'ésotérisme, sur le satanisme lavéien aussi dans une certaine mesure. Et tout ça m'a vraiment fasciné au point d'en faire la musique que je voulais écouter. Ensuite, j'avais l'occasion de pouvoir écouter tout ça à la maison. Il y avait les vinyles, mon père en avait beaucoup, des amis de la famille, tout ça tournait très très régulièrement au milieu d'autres musiques. Mon père aimait beaucoup le jazz aussi. Et donc il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose d'assez unique dans le fait de vivre dans cette communauté très portée là-dessus et qui m'a nourri, je pense, et m'a fait aussi me révolter comme un abruti parce que bah, vous savez que la musique qu'aiment ses parents, c'est pas forcément celle qu'on va aimer, même si au fond de soi on l'aime toujours. Et ça m'a coûté à un moment donné de jeter mes idoles au feu pour pouvoir m'affirmer en tant que différent de mes parents et de ma famille. Et c'est vrai que quand le punk est arrivé en 77, voilà, bah, écoute, moi quand tout ça est arrivé, j'avais 7 ans, donc je voyais ça d'un œil extérieur, mais j'ai vu que les cousins et les jeunes qui venaient dans la communauté, donc c'était tous des Allemands, hein, c'est du côté de ma mère, dans cette communauté de hippies, ressemblaient de moins en moins à des hippies, mais commençaient à avoir des têtes un petit peu bizarres, des cheveux un peu bizarres, un peu colorés, des machins qui se fichaient un peu partout dans le tarbouif et partout. Et j'avoue avoir été totalement conquis par cette subculture qui arrivait et m'être plongé à corps perdu là-dedans jusqu'à ma fameuse première communion. Si vous avez regardé le live d'il y a 3 semaines, vous savez pourquoi, où on m'a offert ce fameux Walkman Sony, qui était un lecteur de cassette audio comme ça, avec un fil, et puis un petit casque comme ça, avec des petites mousses orange ici, et qui m'a euh, qui m'a permis de rentrer de plein pied dans l'univers de la musique, mais de la musique que moi, je voulais écouter, de la musique que moi, je voulais m'approprier. Et s'il y a bien un groupe qui a marqué le début de mon appropriation musicale perso, c'est-à-dire bouh 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 les parents vous êtes trop méchants, regardez moi j'ai 12 ans, je suis un rebelle, j'écoute ce que je veux. Je vous en ai déjà parlé, c'est le premier album de Motorhead que j'ai acheté en cassette à l'époque et que j'ai écouté en boucle et qui, donc on en parlait Lapin la dernière fois, donc c'était pas Ace of Spades, c'était une compile dont j'ai perdu le nom mais que j'ai en CD quelque part, mais pas en officiel, mais qui était basé effectivement sur les premiers albums. Toujours est-il que s'il y a vraiment un album qui m'a durablement marqué ensuite, que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai écouté, poncé. Ouais, c'était une espèce de bootleg sans en être un vraiment. Disons que c'était une édition européenne plus ou moins autorisée à un moment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sans j'ai perdu la cassette, je suis vraiment atterré parce que j'aimerais tellement pouvoir la réécouter. Et je l'ai cherché. Je crois que j'en avais trouvé. Oui, non, j'en ai trouvé une sur Discogs il y a 2 ou 3 ans. Et le monsieur en voulait un prix prohibitif, comme tout sur Discog, de toute façon, c'est même pas la peine. Ah bah il y a du vent dehors, c'est pas du tout intéressant, mais il y a du vent dehors. Et du coup, le premier album que j'ai acheté vraiment à sa sortie et que j'ai vraiment poncé du début à la fin, qui m'a vraiment marqué, parce que je trouve, on va continuer à parler un peu de Motorhead, et on bifurquera sur Ozzy après, vous inquiétez pas, il est incontournable, mais je voulais vraiment terminer sur Motorhead, et continuer et terminer sur Motorhead, parce que c'est vraiment le groupe qui m'a fait passer de cet amour que j'avais pour ce punk rock naissant qui arrivait et qui inondait un peu l'Europe. Vous en aviez partout à l'époque, hein. Quand vous allumiez la radio ou la téloche à la fin des années 70, même si je ne l'avais pas, ça parlait punk partout, c'était vraiment ce qui allait tout révolutionner. Et effectivement, ça a été extrêmement formateur pour beaucoup, ça a été une bouffée d'air frais. Mais en tout cas, Motorhead a vraiment été cette espèce de passerelle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque des premiers groupes punk, il n'y avait pas d'antécédents, donc il n'y avait pas encore de culture punk à proprement parler, à part ceux qui voulaient s'acheter des fringues de marque à Kensington Market à Londres, mais bon, ça c'était
c'était vraiment le fait d'une petite infime minorité. Mais le seul groupe qui trouvait grâce au début aux yeux des punk rockers, c'était justement Motorhead qui faisait ce lien entre les deux. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de groupes de l'époque, notamment Vice Squad. Becky Bondage, la chanteuse de Vice Squad, a souvent des t-shirts de Motorhead parce que c'était à peu près la seule référence qu'on pouvait avoir et surtout le seul type de sap qu'on pouvait se trouver. Voilà, petit aparté terminé. Je vais essayer de vous attraper. Il faudrait un petit peu de lumière. Si on mettait un peu de lumière, juste pour moi, le temps d'aller... Ça va vous cramer. Voilà, je vous le tourne un petit peu. Le temps pour moi d'aller quérir ce CD qui doit être quelque part. Alors je ne sais pas où il est. Bon, je me lève. Vous n'allez pas m'entendre pendant une minute. Parlez entre vous. Bon, je l'ai perdu. Ah bah voilà, ça commence bien. Ah, les lives bien organisés. Où est-il? Ah, ouais, là, comme ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Je suis vraiment un abruti. Il est là. Oui, je sais, je vous offre mon postérieur, c'est pas très gentil. Voilà, je sais pas si vous le connaissez. Il est sorti en 1991, on va baisser un petit peu le son. Il est sorti en 1991, j'avais 20 ans. Et c'est vraiment un album qui m'a marqué parce que je vous le montre. Dites-moi si vous le reconnaissez. Non, personne ne le connaît. Bon, c'est dommage. C'est un album qui s'appelle 1916, 19, voilà, 1916, 1916. C'est vraiment, je trouve, enfin pour moi, c'est encore la grande époque de Viso, de Wurzel, de Filthy Phil et compagnie. C'est une période que j'aime beaucoup, beaucoup. Bravo, Lapin, bravo, Enoch, ouais. C'est une période que j'aime beaucoup, même si j'ai adoré la deuxième vague aussi. Avec, voilà, avec Campbell et son camarade, j'aime beaucoup cette période-là et euh, c'est vraiment l'album qui pour moi est le plus abouti dans la composition et dans la variété des morceaux puisqu'ils se permettent quand même un Love Me Forever, je sais pas si vous voyez ce que c'est une balade, voilà, une balade Motorhead, c'est quand même quelque chose d'assez rare pour être souligné, qui est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, j'adore ce truc. Je suis pas très branché sur une balade, mais elle a vraiment une pêche. Et puis, on y ressent aussi tout ce que Lemmy a pu écrire ensuite pour Ozzy notamment. Et qui ressort un peu de toute cette nostalgie cachée que Lemmy a pu avoir toute sa vie, parce que sous ses aspects de rocker, voilà, Lemmy a toujours crié au début de ses concerts, on est Motorhead, on joue du rock'n'roll, parce que pour lui, il a joué du rock'n'roll toute sa vie, mais il a personnifié cet esprit rock'n'roll toute sa vie jusqu'à la fin, sans faire aucune concession à la vie, ni à la mode, ni à quoi que ce soit. Et je trouve que sur cet album, il a sorti à peu près tout ce qu'il avait, je trouve, le côté festif, le côté nostalgique aussi, l'écriture de certaines paroles qui sont vraiment touchantes, celle de Love Me Forever par exemple, je trouve vraiment très bien. Et puis aussi un aspect de Lemmy qu'on connaît peut-être un peu moins, à part si on s'intéresse vraiment à lui, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qu'il a pu produire comme interview et comme Dog, je vous conseille aussi le film sur lui qui est vraiment vraiment très bien, qui s'appelle Lemmy, où il parle justement de son amour pour certains groupes, notamment un peu comme Peter Steele, dont on parlera aussi parce qu'il est incontournable aussi dans ma vie. Pour les Beatles et puis pour Elvis, qui ont été une véritable révolution pour lui. Il faut savoir que Lemmy était né avant le rock'n'roll. Et ça peut paraître complètement fou, mais il y a des gens encore aujourd'hui qui sont nés avant le rock'n'roll. Ma maman, par exemple. Voilà. Et on se demande comment on a pu faire pour vivre sans rock'n'roll. C'est comme ça, mais il y en a qui l'ont vécu. Et donc imaginez-vous quand vous avez déjà en tête des envies de mélodies endiablées et de rébellion adolescente et que Elvis Presley arrive, ensuite les Beatles arrivent, tout ça arrive, se met en place et que vous voyez une musique qui vous correspond et qui parle un peu de choses qui vous intéressent. C'est une espèce de mélange de blues qui était assez inaccessible en Europe. Et tout à coup, vous avez tout ça qui arrive et tout ça mélangé avec les années hard rock. Hawkwind, le premier groupe de Lemmy, était vraiment dans cette veine.
enfin, plutôt hard rock progressif. J'adore Hawkwind, je vous le conseille aussi si vous connaissez pas, un peu psychédélique. C'est le premier groupe de Lemmy, après sa période Roadies pour Jimi Hendrix. Et dans cet album-là, je trouve qu'il y a absolument tout. Il y a vraiment toutes ses influences, il y a tout ce qui fait qu'il est devenu et qu'il est resté Lemmy. Il y a ce morceau absolument monstrueux de rythme et comment dire, de pêche et d'énergie, Going to Brazil, qui est du début à la fin quelque chose qui vous entraîne. Moi, j'évite de l'écouter au volant parce que je pense que je ferai des bêtises. Et surtout, voilà, pour finir ce que j'ai commencé, on voit dans ce documentaire et dans tout ce qu'on peut voir sur la vie de Lemmy que c'était un fan, qu'il a découvert le rock'n'roll et qu'ensuite il s'est laissé bercer par toutes les musiques qui ont trouvé grâce à ses oreilles, dont le punk rock et surtout les Ramones, puisque vous savez qu'il a toujours admiré et adoré les Ramones, qu'il a été assez proche d'ailleurs de certains, des membres, Joey notamment, Didi, je crois que, enfin bon, il a quasiment été, voilà. Et il a écrit, c'est sur cet album qu'il y a le fameux morceau qui s'appelle tout simplement Ramones, qui est très très court, qui doit faire 1 minute, et qui est un morceau des Ramones, vraiment, un morceau hommage, un morceau d'amour que je trouve toujours aussi chouette. Franchement, il y a... Je sais pas pourquoi j'aime cet album autant, si je pense que je sais, parce que déjà la pochette est terrible, je trouve, ça fait vraiment partie des pochettes classiques, je crois. Euh, voilà, donc je voulais vous parler de ce petit album qui pour moi est un grand album, parce que ce sont des sons qui me suivent toujours aujourd'hui. C'est dommage que Andy soit pas là parce que justement lui n'aime pas Motorhead. Il admire et il respecte la personnalité de Lemmy, mais je sais qu'il n'aime pas vraiment Motorhead. Je sais que c'est pas de la musique de musiciens parce que ils ont toujours plus recherché l'efficacité que la virtuosité. Mais je trouve, moi, qu'il y a dans le jeu de basse de Lemmy qui est si particulier, qui est vraiment le seul à avoir joué comme ça de toute l'histoire du rock'n'roll. Bon, il a peut-être eu des copycats après, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez épatant, justement, dans la façon de jouer de Lemmy. Mais voilà, je sais qu'il aime pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont musiciens professionnels et qui sont plutôt dans les sphères rock progressif, metal progressif, death technique et tout ça, qui apprécient pas forcément Motorhead pour ces raisons-là. Voilà, moi, c'est un groupe que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours, pour les raisons dont je viens de vous parler. Et cet album, 1916, on va rester français, c'est vraiment, je pense, l'album que je préfère, même s'il y a eu certainement mieux techniquement après. C'est vraiment celui qui a vraiment compté pour moi. Il est arrivé tard, 1991, je dis j'avais 20 ans, mais quand il est sorti, bah, je me suis rué dessus et je l'avais acheté, je ne sais même plus où. Et c'est l'édition, c'est pas, si c'est l'édition d'origine, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est une, c'est une première édition. Je l'ai en vinyle aussi. Il faudra que je sorte les cartons de vinyle un de ces jours. Mais enfin, c'est un peu encombrant, mais je vous les montrerai. Voilà. Alors, c'était le premier album dont je voulais vous parler. On va passer maintenant à autre chose. Je vais crier un peu pour que vous m'entendiez. Je vais pas me relever parce que je vais éviter de vous montrer mes fesses. Hop là. Je voulais ensuite embrayer un petit peu. Je vais essayer de ranger quand même un minimum. Je vais essayer de vous parler. Ah bah il est où maintenant? Voilà. Ah, j'en ai mis partout. Je suis vraiment pas très ordonné. Je me dépêche. Je me dépêche. Mais il est où? Oh là 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 là. Il est là. C'est tellement mal rangé. C'est moi qui ai rangé. C'est pour ça. Allez, je vais vous parler maintenant d'un autre. Oui, je sais. C'est vraiment très mal organisé. On va enfin pouvoir parler de Ozzy. Voilà, voilà. On va enfin pouvoir parler de Ozzy. Je vous cache l'album pour l'instant. Il y en a peut-être qui l'ont vu passer. Mais bon, ils sont juste à côté, hein. Là, les albums qui comptent, ils sont juste à côté. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ma vie a commencé et s'est continuée avec Black Sabbath. Et il y a, il y a eu cette rupture absolument insupportable pour moi au début des années 80 où Ozzy s'est fait virer comme un malpropre à cause de ses addictions. Je peux les comprendre. Je sais que Tony Iommi en a parlé récemment et effectivement,
quand il raconte certaines anecdotes de tournée, j'imagine que ça devait être un peu compliqué. Après, il ne faut pas oublier d'où vient John Michael Osborne, qui est un enfant d'un milieu plus que populaire, hein. Il le raconte souvent, mais la première paire de chaussettes qu'il a portée, c'est avec son premier cachet de Black Sabbath. Ses parents n'avaient même pas les moyens de... Ses parents n'avaient même pas les moyens de lui payer des chaussettes. Donc il a été très très vite grisé par le succès et puis par l'argent, même si quand on voit aujourd'hui les cachets que touchait Black Sabbath à l'époque, ça fait vraiment pas... Alors, Lapin, le successeur, non, on va pas parler de Monsieur Ronnie James parce que je déteste ce type. Je suis désolé, je sais que je vais pas faire l'unanimité, j'ai jamais pu encadrer Dio, et le simple fait d'évoquer son nom dans Black Sabbath me hérisse tous les poils. En fait, Black Sabbath s'est arrêté à partir du moment où Ozzy a été viré, et il a repris au moment où il a été réintégré, mais... voilà, que ce soit Geezer ou Tony ou Bill, n'avaient plus aucune inspiration et ils se sont laissés entraîner par la personnalité égocentrique et absolument détestable. Non, je vais arrêter. En tout cas, pour moi, les albums de Black Sabbath s'arrêtent avec Ozzy. Ensuite, c'est un groupe, voilà, que je trouve sans intérêt. Mais ça ne regarde que moi. Vous verrez que j'ai 2-3 groupes que je n'aime pas du tout. Megadeth en fait partie. Je suis totalement hermétique à la musique de Megadeth. Je suis pas très perméable à la musique de Metallica, même si j'ai trois albums que j'aime beaucoup. Après, voilà, mais je pense que Dio fait partie effectivement voilà, on va pas en parler plus que ça, on va continuer à parler de la personnalité d'Ozzy plutôt. Et voilà, donc ce pauvre Ozzy se fait virer et se fait remplacer un peu plus tard, tout du moins dans un premier temps. Et il s'est retrouvé face à lui-même et face à ses addictions. Euh, il se trouve qu'il a fait une rencontre, comme vous savez, il a rencontré celle qui deviendra sa femme, Sharon, qui est toujours sa femme. Ils ont fêté d'ailleurs leur anniversaire de mariage il y a pas longtemps. Et, euh, et puis, bah, il a fini par renaître de ses cendres avec des albums absolument fantastiques et merveilleux. On va les analyser ensemble dans un prochain live, je pense, parce que là, ça va être un petit peu lourd, un petit peu court, pardon, et lourd peut-être aussi. Là, je voulais juste faire un petit tour d'horizon, mais il se trouve que ce qui a fait aussi la force de Ozzy, c'est au moment où il renaît de ses cendres et il reprend sa carrière en main et sa femme l'aide aussi, il a toujours su oh là là, s'entourer, pardon, quelle horreur, de musiciens talentueux. Il y a eu, bien entendu, tous les musiciens de Black Sabbath autour de lui qui étaient comment dire, responsables de mes mélodies particulières, même si je vous conseille bien sûr les making-of qu'on trouve des albums sur la chaîne The Pit, où on voit justement c'est Geezer et Bill, et même les trois, et Tony aussi, qui parlent de la façon dont ils composaient tous les musiques avec l'apport des riffs et tout, et où c'est vraiment Ozzy qui apportait la mélodie avec sa voix de chat écorché et qui connaissait pas la musique mais qui improvisait. Et voilà, le fait d'avoir pris quelqu'un comme Randy Rhoads comme guitariste et compositeur quand il a repris la route en solo, ça a été aussi un coup de génie parce qu'il faut savoir il faut savoir s'entourer quand on a un groupe. Un groupe, c'est pas une seule personne. Et même si Ozzy a toujours été le frontman, il a toujours eu des gens de talent autour de lui. Malheureusement, vous savez, bah, Randy Rhoads a été victime d'un accident, aérien. Et il est mort très jeune. Et il a fallu le remplacer. Ça a été long. Mais il a fini par trouver, bah, pour moi, le génie de la guitare de ces 30 dernières années, Zakk Wylde, qui a quand même pas mal changé physiquement depuis quelques années, mais qui a été la pierre angulaire du renouveau et du revival qu'a pu connaître Ozzy dans les fin des années 90 et 2000. Et pour moi, l'apogée de cette époque, avec Robert Trujillo à la basse, et j'ai jamais su prononcer son nom, alors j'en fais des tonnes, comme ça fait croire, je fais exprès de faire des trucs débiles comme ça, mais je sais pas du tout comment c'est bon, je sais juste que j'adore ce type. Et Zach à la guitare, c'est un concert, j'étais là-bas. Voilà, vous vous doutez de ce que c'était, et pour moi ça reste, je pense, le moment le plus intense en concert que j'ai jamais vécu, avec peut-être le dernier live à Wacken de Type O Negative, je vous en parlerai, c'est l'autre groupe de ma vie. Allez, je vous le montre, je pense que vous le connaissez tous.
c'est cet album live au Budokan de Tokyo de Ozzy, voilà, sur lequel justement bah, il est extrêmement bien entouré, hein, puisque il y a l'ami Zach et l'ami Robert qui sont là, et c'est pour moi le plus beau set qu'il ait jamais délivré. Je peux vous garantir que dans la salle, l'ambiance n'était pas à la hauteur parce qu'on était au Japon et que les spectateurs japonais ne savent pas se tenir dans les concerts de métal, c'est-à-dire que souvent c'est un peu tristos, mais ça chantait à tue-tête, il y avait quand même une espèce de communion générale qui était juste fabuleuse. Et je crois que j'ai pas dû fermer la bouche, non pas que je parlais, c'est que j'avais la mâchoire qui tombait pendant toute la durée de ce concert, qui est, ça aussi c'est une édition de l'époque, qui reste pour moi vraiment l'apogée de ce qu'a pu faire Ozzy sur scène. Il est disponible, hein, le live est disponible sur YouTube, en tout cas il y a beaucoup d'extraits qui sont dispo. Vous verrez que musicalement, c'est juste fabuleux. Enfin, ils sont quatre sur scène et c'est magique. Les parties de Zakk Wylde sont juste parfaites. Il n'y a rien à redire. T'as jamais écouté Enoch, je te le conseille vraiment tout de suite. Vas-y, tu l'écoutes de l'autre côté. Je voulais vous mettre des extraits, vous voyez, mais je pourrais pas parce que sinon le live va faire. Et donc ça m'embêterait. Et ensuite pour le rediffuser sur YouTube, ça va être impossible. Voilà. Mais en tout cas, je vous incite fortement à aller écouter cet album-là qui est vraiment magnifique. Enfin, j'ai toujours aimé les albums live. C'est vrai que j'aime bien la musique vivante. J'adore les concerts. J'adore. Ça paraît débile de dire ça, mais il fut une époque où c'était un peu compliqué d'aller voir des groupes en live. Et c'est vrai que ça reste pour moi, le meilleur album live de cette période-là. Je vous le conseille vraiment, vraiment chaudement. Et c'est un album qui a marqué pour moi vraiment une fracture entre l'ancien monde du métal des années 80-90 et ce qui commençait à monter en puissance à la fin des années 90, c'est-à-dire la, 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 la pop... Comment dire, je trouve plus mes mots en français. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'épée. Oh là là, ça va pas du tout. De l'effet Jean-Claude Van Damme là avec l'ami Julien en buvant des cafés. Et ça me revient aujourd'hui avec la démocratisation. Voilà. Merci de ne pas me l'avoir soufflé du métal dans le monde entier. On a vu un peu cette transition avec les premiers gros lives qui étaient réenregistrés, comme ça a pu se faire dans les années 70. Et pour moi, ça a vraiment marqué un tournant aussi dans la composition parce que la façon dont a écrit, bon, dans la façon dont a été écrit Down to Earth, qui est l'album qui sortait au moment de ce live-là, était aussi assez unique. Il a vraiment changé de registre pendant un moment et je trouve que ce petit virage qu'il a pris, c'est au moment où j'ai vu passer tout à l'heure la question sur The Osbourne Family. Je l'ai suivi, moi je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai été un accro à MTV pendant des années parce que c'était le seul moyen pour nous de voir et d'écouter la musique qu'on aime. Et quand The Osbourne s'est sorti, je vous montrerai, j'ai tous les DVD. C'est honteux, mais c'est. Et j'adorais, bien sûr que j'adorais, même si je me tape totalement de la vie privée et de ce que font les gens que j'admire en dehors de leur création. Là, on plongeait dans quelque chose qui m'avait toujours posé question. C'est, mais alors, Ozzy, que j'admire déjà à l'époque depuis 30 ans, il fait quoi dans la vie? Et là, j'ai découvert celui que je pensais qu'il était, c'est-à-dire un quinca. À l'époque, il avait mon âge aujourd'hui, complètement déboulonné du réel, qui allait picoler en cachette, qui faisait n'importe quoi, qui dilapidait son pognon, n'en est absolument rien à faire, qui élevait ses gamins comme des petits abrutis. Heureusement, ils ont bien évolué aujourd'hui, mais on a envie de leur mettre des grands coups de batte de baseball à chaque fois qu'on les voit apparaître, surtout Jack, et Kelly aussi d'ailleurs. Amy a pas voulu figurer dans la série. Enfin, en tout cas, c'est sorti en même temps pardon, que cette série. Preuve que on va dire je sais pas comment on peut dire sans être péjoratif, mais la population, allez, on va dire, dans une faction un peu plus large, commençait à s'intéresser à cette musique, et donc ça devenait rentable de produire une série sur un des papes du métal, et c'est ce qu'ils ont fait avec la série The Osbourne Family. Je vous la conseille,
il y a des classiques, hein, je veux dire, il y a des phrases cultes dedans, il y a vraiment, vraiment des phrases cultes à tout point de vue. Ne serait-ce que le Sharon, quand il appelle sa femme, je l'ai eu en sonnerie de téléphone pendant 15 ans. Hein. Alors, Liam Vick, tu me dis t'es pas fan de ce genre de série, moi non plus, c'est la seule que j'ai vue, si, avec Meet the Snyder, la série sur Dee Snyder, qui valait son pesant de cacahuètes aussi, mais je dois dire que c'est assez drôle de voir Ozzy faire toutes les choses qu'on imagine au Rockstar. Ouais, mais c'est ça, en fait, il fait rien de normal, c'est ça qui est admirable. Et il a surtout comment on dit, des punchlines qui sont absolument... Quand il arrive je crois que c'est au Texas, il descend de son avion, il prend cette espèce de caddie de golf, et il voit qu'on lui a mis des canons à ballon et à bulles, et il se met à hurler, en gros, mais qu'est-ce que vous foutez des canons à bulles? Je suis le prince des ténèbres, bordel. Rien que ça, je trouve... Enfin, voilà, bon, vous allez me dire, il est complètement crétin aujourd'hui. Auréal, bonsoir, salut et bienvenue, bienvenue. Je crois que la série est dispo sur YouTube. Ah bah c'est possible, c'est possible. Celle sur Hulk Hogan, je l'ai pas vue du tout, et pourtant j'aime beaucoup le perso aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit album là, qui pour moi est un grand album. Je dis, ça fait 2 très vieux albums, mais on va pas parler de choses très récentes ce soir. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je vais essayer de monter un peu la lumière sans que ça vous crame. Ouais, comme ça, c'est bien. J'ai pas encore rapatrié mes éclairages. Là, je suis vraiment sur un truc à LED vraiment très moche. En tout cas, ça fera le boulot pour ce soir. Je vais le ranger. Je vous incite fortement. Oh là là, il faut que je boive quelque chose. Je vous incite fortement à vous ruer là-dessus. Allez vite voir le live en vidéo qui doit être disponible sur YouTube et à écouter cet album. De toute façon, il y a que des belles choses dessus. Il n'y a que des belles choses. Alors, ensuite, on va passer à toute autre chose. Vous allez certainement être surpris aussi, non, ou pas du tout d'ailleurs. J'essaie de parler assez fort. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez quand même? Le voilà. Allez, tout se casse la figure. C'est pas très grave. Bon, on m'entend, c'est parfait. Ouais, j'étais pas très loin. Je vais poser cet album ici. Ah, ma chérie qui vient de passer. Je vais attraper la bouteille. M'envoyez pas, je vais boire un peu à la bouteille. Je crève de soif, c'est une horreur. Merci ma chérie. Bon, on va faire un petit break. Promotion, puisque, hop, elle me l'amène en plus. Merci. Vous le savez peut-être, la version anglaise de mon premier livre, oui, instant promo, c'est ça. La version anglaise de mon premier livre, Satsudin, donc le premier, qui était sorti chez Camion Noir il y a 3 ans, vient de sortir en anglais. Non, elle est là, la caméra en fait. Vient de sortir en anglais chez Cyril Pleasures Publishing, je fais tout à l'envers. Donc la maison d'édition, de mon avis... c'est la pub, avec la voix c'est mieux. Oui, pourquoi on m'entend plus? Mais si, on m'entend. J'ai mon retour nickel. Donc la maison d'édition de mon camarade Nico Clos. Voilà, une très belle édition. J'ai fait un petit vlog dessus. Je vous le remontre un petit peu là ce soir. Édition cartonnée, bien sûr. Magnifique édition cartonnée. Avec un papier absolument splendide. Voilà. Avec une iconographie assez riche, hein, alors qu'il n'y avait pas du tout de photos dans la version française. Quelques petits rajouts de ma part sur certaines affaires. Tout ça pour un prix très doux, hein, que je n'ai plus en tête. Je crois que c'est 35 euros. C'est le même prix quasiment que les pubs que les pubs. Ouais, je suis en train de lire en même temps tes messages, Liam Big. C'est pas malin, hein, tu me fais dire n'importe quoi. Que les livres en français. Voilà, mon dernier livre est à 32. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux à vos amis anglophones, un concert, ruez-vous dessus. Franchement, l'édition est super belle, elle est vraiment chouette. Enfin, quand j'ai vu l'objet sortir, oh là là là, comme j'étais content. Et Nico a fait un super boulot. Ah, merci Viola. Oui, merci beaucoup. Bah, mes compliments aussi pour ton boulot. Je vais pas tarder à le recevoir. Je ne le connais qu'à travers ce que j'en ai vu à l'époque. Mais voilà, je vais certainement en parler très vite. Donc voilà, je suis vraiment content de cette sortie. Il se pourrait que les autres sortent petit à petit. Non, on a fait ça en commun avec Madame Nico, que vous ne connaissez pas, mais voilà, et moi-même. Donc allez-y, Satsudin le premier, en version anglaise, augmenté, amélioré, avec de l'icono partout, et franchement il est très bien, c'est un bel album, grand format et tout.
Un beau livre pour Noël qui fera plaisir aux petits et aux grands. Satsujin, un Japanese Murders and Serial Killers by Sir Pleasures Publishing. Ok, allez hop, on passe à la suite. Après le petit instant promo. J'ai plus rien à boire, ça va être catastrophique et je peux pas aller en kikiner ma chérie. Bon, mais au milieu de quoi ça. Bon, mais... Voilà, bon, je suis désolé, j'abuse un peu de ma... J'abuse un petit peu de ma position de mec qui travaille. Bon, mais ma chérie travaille aussi. Ouh là là, attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Merci ma chérie. On va passer à la suite. Comme vous le savez, donc on vient de parler un petit peu d'Ozzy. On fera un live entier sur Ozzy une fois, si ça vous intéresse, parce que oui, je sais que vous le connaissez, mais enfin, il fait quand même partie de moi un peu partout sur mon corps, dans plein d'endroits. Je suis un sale gamin. Ah, les gars, merci. Elle est fraîche en plus, ma chérie bien sûr. Et l'eau. Je mets mon vieux verre par terre. Hop. C'est pas très sympa de boire en direct comme ça, mais écoutez-moi. Alors, je vais dire deux trois petits coms et ensuite on va passer au groupe d'après. Liam Vick, blague à part, j'ai montré des petites cousines qui regardent avec leur mère enquête criminelle, etc. Tes vidéos. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, après, je pense pas que mes vidéos soient particulièrement traumatisantes, enfin en tout cas visuellement. J'essaie d'être quand même le plus modéré possible. Et puis ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est que... Ah, salut la bicoque, coucou. Ce qui m'intéresse, c'est le propos plus que la monstration. Et un live tattoo, ouais, bien sûr que c'est jouable. Ce sera même jouable avec des camarades tatoueurs. Voilà, je pense qu'on pourra se faire ça un de ces soirs. Tiens, bah on va faire une petite pause là-dessus, justement. Vous avez vu, donc j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle All Tires, qui est dédiée aux automobiles. On est en train de construire, on va dire, une Mercedes Evo 2 à partir d'une 190. Et il se trouve que l'ami avec qui je fais ça, enfin c'est plutôt lui qui le fait avec moi, parce que c'est sa chaîne à la base, hein, est tatoueur ici, justement, et très doué, bien entendu. Et il se trouve que j'ai un autre camarade ici qui est tatoueur aussi, Egon Weiss, qui est un jeune tatoueur vraiment, pardon, je sais, très doué aussi. Hadri, salut, coucou tout le monde. C'est ça, ouais, Altair, Tony, il est tatoueur de métier, ouais, c'est son... Et donc cet autre camarade, donc il y a Tony, de Tony Stark Tattoo, qui est avec moi sur la chaîne, et qui est un vieil ami aussi de 7, 8, 9 ans peut-être maintenant. Donc un autre tatoueur qui s'est installé ici, Egon Weiss, je vous conseille d'aller voir son travail sur Instagram, qui est vraiment assez époustouflant, qui fait de l'hyperréalisme et qui est waouh. Et pourtant c'est pas mon style de prédilection, mais il est vraiment doué ce petit gars. Et il se pourrait fortement qu'on fasse un ou plusieurs live tattoo, effectivement. Effectivement, ce qui me permettrait aussi d'en discuter tous ensemble avec vous et puis les différents invités qui pourraient venir. Donc on pourrait faire ça, ouais, tout à fait. Et puis d'autres idées aussi qui pourraient vous passer par la tête. N'hésitez pas à me les soumettre. J'ai vu que sur la page Twitch, il y avait un petit onglet soumettre des idées à machin, donc à moi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites idées, ou même vous les laissez sur le Discord. Je vais jeter un œil d'ailleurs sur le Discord, voir s'il y a du monde. Ok, bon, bah, ça arrive, il y a un peu de monde aussi sur le Discord, bah, c'est parfait. Bon, bah, on va reprendre. Salut Melosix, j'ai commencé à en faire un peu, alors je les mets pas en rediff, j'ai commencé à faire du 3615 ma vie là, où j'ai fait un premier live là-dessus où je parlais justement des origines de ma famille, famille paternelle, famille maternelle, jusqu'au jour de la rencontre de mes parents. Je le mettrai peut-être en rediff privé ou pour l'unité Satsujin, parce que je suis pas sûr que ça passionne les foules. Mais en tout cas, moi, j'aime bien parler de tout ça parce que c'est vrai que ça resitue un peu les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé là tout seul, quoi. Ben je vois que le live sur les tatous, ça plaît. Bon, ben, on fera ça. Allez. Et demain, tu vas te faire piquer, Miskeo. Bah écoute, super. Éclate-toi bien. Je dis jamais bon courage, parce que pour moi, il faut pas de courage pour aller faire un nouveau tatouage. Il faut juste
avoir envie de s'amuser, parce que c'est toujours un vrai bonheur de se faire piquer. Enfin, moi, j'ai une espèce d'addiction malsaine, je pense, depuis 37 ans, bientôt, 38 même, à la douleur supposée des aiguilles qui rentrent sous la peau. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je pense que c'est le cigare là-haut qui a dû développer des liaisons un peu bizarres. Ouais, c'est ça, c'est du racontage, du live racontage de vie, c'est ça. Bah, je te remercie. Mais je vais recommencer, je vais continuer, hein, pas recommencer, je vais continuer. Ouais, les live Twitch disparaissent, mais je les ai tous, je les archive tous, les lives, donc il se pourrait que je puisse les remettre en rediff plus tard. Voilà. Ça reste ultra thérapeutique de se faire tatouer, clairement, mais aussi que je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, dans les moments de ça va pas, dans les moments de ça va très bien, il faut quand même que j'y aille, parce que puis c'est un moment aussi où on se retrouve entre quatre yeux avec son ami tatoueur. Moi, je me suis toujours fait tatouer par des amis parce que je veux pas me faire tatouer juste pour le plaisir de me faire un nouveau truc. Je m'en fous à la limite. Ça a même été souvent improvisé, hein. C'était souvent une soirée où je passe voir un ami dans son salon et puis il me dit bah tiens j'ai un client qui s'est désisté. Ça te branche et les aiguilles sont montées. Tu fais allez vas-y je sais pas. Ah bah tiens allez on va faire ça. Tiens, tu trouves un petit trou quelque part, pouf pouf, et puis ça reste, euh, ça reste une activité comme une autre, quoi. Et pourtant, vous verrez que j'ai un point de vue là-dessus. J'avais fait un petit vlog sur le tatouage, justement, où j'en parlais. J'ai un point de vue sur le tatouage qui est peut-être un petit peu particulier, mais je vous réserve mon point de vue pour un vlog, pour un live, pardon, dédié. Euh, Tu t'es fait tatouer dans plusieurs pays. Oui, mais moi aussi, et c'est vraiment chouette parce que c'est ça, c'est totalement différent. Moi, je sais que j'avais tenté le tatouage de rue à Taipei, à Taïwan. Je n'étais pas ultra rassuré au début, et puis bon, avec deux trois bières, après, on commence à se mettre en confiance un petit peu. Voilà. Non, non, Freaky Willy, j'ai vu un peu, non, mais après, c'est pas une performance, tu sais. Moi, je sais qu'il s'est fait faire ces trucs dans un laps de temps assez court. C'est un truc qui me gonfle un peu. Je vous réserve mon avis sur le sujet pour un live dédié. Allez, on va continuer sur la musique, sinon je vais complètement divulgacher ce que je vais vous dire dans ce live-là. Et vous allez voir que je pense que j'ai pas forcément un avis très populaire là-dessus, mais on pourra les confronter, enfin pas les confronter, on pourra en discuter ensemble et je vous prendrai en vocal. On fera un essai après, tiens, oh il est 21h17 déjà. Bon, on va embrayer sur le troisième groupe. Je vous en parle très souvent, le aussi bien sûr. Vous savez qu'ils font eux aussi partie intégrante de ma vie. De toute façon, il y a dans mon panthéon peu de groupes, comment dire, que j'idolâtre au point de les mettre dans mon panthéon. Vous l'avez vu, il y a Black Sabbath, bon, et Ozzy que j'associe aussi, mais également donc Motorhead dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un Slayer qui est un de mes groupes préférés. Vous comprenez pourquoi j'aime pas Megadeth. Je rigole. Mais ceci dit, j'aime pas Megadeth quand même. Et il y a un autre groupe qui a fait partie de ma vie et qui fait toujours partie de ma vie au quotidien. Et vraiment au quotidien. Et quand je dis au quotidien, j'exagère pas parce que je travaille toujours avec une playlist, une liste de lecture qui a à peu près peu ou prou les mêmes morceaux depuis 30 ans quasiment. Au début c'était des compiles cassettes, c'est devenu des compiles CD, maintenant c'est sur mon disque. Et il se trouve que ce groupe vous le connaissez puisque je porte tout le temps des symboles sur moi, notamment parce que leur code couleur m'a toujours épaté, que j'avais un t-shirt lors de mon dernier petit vlog. Et il se trouve que ce groupe m'a suivi de leur premier album, puisque j'ai eu la chance de les voir apparaître. Je vais vous donner un indice, le premier groupe du chanteur de ce groupe s'appelait Carnivore, c'était un groupe de thrash metal de New York, d'une brutalité très particulière, qui apportait déjà des éléments mélodiques qui étaient vraiment, vraiment vraiment admirable. Et le jour où ce groupe est arrivé, je me suis empressé d'acheter leur premier album parce que je savais qui était dedans et que ce serait forcément très bon. Ouais, Carnivore, tout à fait, c'est merveilleux. Mais il y a eu quelque chose d'encore plus merveilleux après. C'est Type O Negative. Et Type O Negative, pour moi, c'est vraiment le groupe de ma vie parce que ils ont commencé pendant que j'étais vivant, j'étais déjà né. Et puis malheureusement, Peter s'est éteint à une période où j'avais vraiment besoin d'eux. C'était une période de mon existence où ça allait pas fort, 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 fort.
une période de transition, on va dire, et dans chaque période différente de mon existence, ah, alligator. Dans chaque période différente de mon existence, ah, elle vient faire un petit peu de monstration derrière moi. Attention, ça c'est acheté pendant une exposition de Hokusai. Attention, on voit ton visage. Ah, je vais le floutrer pour la rediff. Abunai, abunai, washiri no kao o mita. Chotto dake. Arigato. Et magnifique tapisserie, achetée donc dans une exposition sur Hokusai qui est vraiment très cool. Voilà. J'embraye sur la suite et merci beaucoup. Et je vous dis, je continue bien sûr sur l'explication et sur le pourquoi je suis en admiration et en amour total de ce groupe depuis son premier album jusqu'à son dernier album que je vous présenterai peut-être. C'est le seul album qui ne soit pas noir et vert. D'ailleurs, il y a eu une version noire et verte. Et donc, Type O Negative m'a accompagné tout le long de leur carrière. J'ai eu la chance de les voir 3-4 fois sur scène. Et notamment lors d'un de leurs derniers concerts qui était un live à Wacken en Allemagne, que vous pouvez trouver en partie sur YouTube. Je ne peux pas écouter ce live sans avoir les yeux qui mouillent. Voilà, parce que c'est un des moments de musique vivante les plus émouvants et surtout les plus aboutis que j'ai jamais connus. Enfin, il y a tellement tout, il y a tout l'esprit, il y a tout l'univers de Type O Negative, il y a toute la mélancolie, la noirceur et aussi le côté brillant de Peter Steele aussi, habillé en clergyman avec son col vert. Je vous conseille d'aller voir ce live qui est juste formidable. Enoch, bien sûr, je l'ai le CD avec la photo de Monsieur Steele. Oui, je vais l'autoriser il n'était pas passé dans le. Voilà. Lapin, ben, je crois qu'ils l'ont écrit. Voilà. Et voilà, ça a été pour moi une véritable révélation, leur premier album et tous les albums qui ont suivi, parce que Peter Steele était un homme d'une grande sensibilité, quelqu'un qui a toujours eu une vie un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire pleine d'addictions. Et l'homme d'addiction que je suis n'a pu que rentrer dans l'univers de Type O Negative parce que il y avait une fois de plus toute la brutalité de la musique derrière qui était vraiment une espèce de métal lourd et gras sans concession, avec une espèce de légèreté un peu gothique par-dessus, avec cette espèce de noirceur romantique qu'on retrouvait dans la voix de Peter jusqu'à la fin. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a séduit, qui m'a happé dès le début, et je dois admettre qu'ils ont changé pas mal de choses dans ma façon de voir la musique, dans ma façon de voir aussi l'art en général, parce que j'ai toujours aimé le discours. Alors il a été très trollesque pendant une grande partie de sa vie. Si, tout à fait, Viola, il était originaire, je sais plus si c'était de Roumanie, ouais, je crois que c'est de Roumanie. Il avait des ancêtres originaires de Roumanie. Son vrai prénom, d'ailleurs, c'était Petrus, c'était pas Peter. Et tout à fait, de toute façon, il avait un faciès très européen de l'Est, on va dire, une taille aussi assez XXL, des canines assez proéminentes. J'ai toujours aimé la figure de Peter Steele, que ce soit la figure artistique et tout simplement la personne qu'il était. Il a toujours eu ce côté un peu trollesque, ce qu'il était capable de faire. Ils étaient capables de faire des pochettes, effectivement, The Origin of the Faces, avec une photo de son fondement en gros plan, et ensuite de pondre des couvertures extrêmement touchantes, avec un romantisme noir très marqué. Et c'est ça aussi que j'ai aimé chez eux, que j'aime toujours. Et puis je trouve que musicalement, c'est un aboutissement, que la voix de Peter est absolument magique. Voilà. Vous verrez qu'on s'est permis de toucher un peu à leur patrimoine dans l'album qui arrive là. Mais c'était vraiment parce que je pouvais pas faire autrement. Je suis touché par les paroles de tout ce qu'ils ont pu écrire, je suis touché par tout ce que Peter a pu écrire, je suis touché par ce qu'il a été, je suis touché par sa mort aussi qui est arrivée, comme je l'ai dit, à un moment où j'avais pas envie qu'il meure, et j'ai toujours pas envie qu'il meure. On n'a jamais envie que les gens que vous aimez meurent. Et je me suis jamais intéressé à sa vie privée parce que, comme vous le savez, moi j'ai commencé
découvrir un peu la vie privée des gens que j'admire, avec la série sur Ozzy et sur sa famille. Mais je sais qu'il a eu une vie privée, une vie personnelle très très compliquée. Qu'il a eu cette dépendance et ces addictions toute sa vie. Et c'est justement le fait d'avoir tout arrêté qu'il a emporté. Vous savez, quand vous êtes accro à toutes les substances, ça peut être un peu... ça peut être même très très dommageable de tout arrêter d'un coup et de priver votre corps de tous ces apports artificiels. C'est pour ça que ça m'a fait très très peur de tout arrêter en même temps. J'ai donc espacé un petit peu parce que j'ai jamais pu... Oui, lapin, ouais, ouais, tout à fait. Et pourtant, c'était un beau bébé, hein, Peter, hein. Mais bon, quand le corps ne veut plus, il ne veut plus, et le sevrage brutal comme ça n'a rien arrangé. Et leur dernier album était sorti peu de temps avant. Un album vraiment, vraiment génial. Bon, je vais vous le montrer, j'arrête pas de vous en parler, je remettrai mes trucs en place plus tard. Attendez, je vous attrape ça. Mélange d'origine polonaise, ukrainienne et scandinave. Oui, c'est ça, ouais, c'est pas roumain, non, c'est ukrainienne, ouais. Mais je pense que comme tu dis, là, je vous attrape leur dernier album, il y a tout qui va se casser la figure. Ouais, ouais, c'est pas grave. Et un album dont je déteste le titre parce qu'il est sorti juste avant sa mort, mais en même temps l'album est absolument génial. C'est celui-là, Dead Again, avec Rasputin sur la pochette. C'est un album vraiment, vraiment, vraiment chouette. Vous voyez, ils ont pris des photos voilà, dans cette position très délicate, on va dire. Et sachant qu'il est mort quelques mois plus tard, je regarde toujours cet album avec un peu de... Ouais, voilà. C'est un album absolument magique, un petit DVD avec un petit DVD live qui est vraiment très très chouette. Euh, je trouve que Type O Negative fait partie de ces groupes qui s'est bonifié avec le temps. J'ai toujours préféré... j'ai toujours préféré les albums récents des groupes que j'aime, à de rares exceptions près. Je pense que c'est un truc de musicien à mon petit niveau. J'ai toujours été comme ça aussi. Je préfère toujours les choses récentes que j'ai pu produire. Et j'ai toujours préféré effectivement les albums les plus récents des groupes que j'aime. C'est comme ça. Je trouve que au fur et à mesure, ben, le talent, l'art se bonifie, prend de l'envergure, prend du recul aussi. On a géré et digéré toutes ces influences, et cet ultime album est l'aboutissement absolument génial de tout ce qu'ils ont pu faire pendant toute leur carrière. Je suis vraiment, vraiment très 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 fan de ce dernier album. Et je vous ai sorti Life is Killing Me. Alors, vous voyez, c'est toujours des titres très 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 joyeux, parce que lui aussi, c'est un album qui est sorti à ce moment de renouveau un peu du paysage musical un peu partout. Et c'est vraiment un des albums que j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, en boucle avec mes amis. À l'époque, on était à fond de jeux de rôle, on jouait tous les week-ends et même parfois la semaine. Et on faisait beaucoup de wargames aussi, beaucoup de Warhammer 40 000, Warhammer tout court, Epic 40 000, Warhammer Quest et compagnie. Et aussi pas mal de jeux de cartes à figurines, genre Confrontation et tout ça. Et du jeu de rôle sur table aussi. Moi, j'étais master à un jeu de rôle un peu bizarre qui s'appelle Culte, K-U-L-T. Voilà, qui n'était pas encore dans sa version qu'avait ressorti, je crois que c'était Asmodée il y a une vingtaine d'années, qui était encore une version un peu ancienne, qui était très très basée sur les univers, les univers assez proches de Hellraiser et tout ça. Et sinon, on jouait à Dungeon and Dragon avec mes amis, enfin ADD, on jouait avec les règles de Advanced. Donc on était des satanistes, hein, comme vous savez. Euh, et il se trouve que Typo et d'autres groupes, c'était pour moi la bande originale parfaite pour jouer à Cult, qui est vraiment le jeu de rôle que j'ai préféré masteriser, parce que ça pouvait partir. Tu connais Aliamic? Ah, formidable. Ah ouais, c'est vraiment génial. Et les premières règles étaient vraiment... après, ils ont retiré quelques petits trucs dans la deuxième version, mais ça reste quand même un jeu totalement improbable. Ouais, c'est vraiment été le jeu de rôle improbable qui est arrivé comme ça dans ma vie, et qui m'a fait très plaisir, et qui du coup s'accommodait tout à fait avec la musique de Type O Negative, qui était tout à fait
Ouais, la BO de Silent Hill 2, elle fait très très bien l'affaire aussi. Parasite Eve aussi, enfin il y a tellement de trucs, puis même un peu d'Indus de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. KFMDM, enfin plein de trucs comme ça dessus, c'est bien aussi. Euh, et puis, qu'est-ce que je. Il y a beaucoup de groupes aussi que j'écoutais pas mal. Faut savoir que ça a été aussi un des groupes phares, même s'ils sont toujours. Et Godflesh, bien sûr. Ah ben moi aussi, tiens, j'ai même l'album que je passais tout le temps de Godflesh pendant les parties de culte. Il y a Sopor Aeternus aussi. Oui, tout à fait, t'as bien entendu, Viola. Et Sopor Aeternus aussi, c'était très très bien pour les parties de culte. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe très bizarre, un groupe allemand que j'adore. J'ai quasiment tous leurs albums ici. Ça, il faudrait que je vous en parle, un de ces quatre. Mais Viola, tu dois connaître, je pense, Sopor Aeternus. Ça m'étonnerait que tu ne connaisses pas. Ou alors tu connais, mais tu le sais pas. Et mais ouais, ouais, tout à fait. KMFDM, j'adore. Et ça faisait partie tout ça des bandes son. Et c'est justement à cette période que est apparue cette appellation un peu barbare qu'on appelait le gothic metal, dont je vous parlerai un peu la prochaine fois parce qu'il se trouve que j'ai plutôt adhéré à ce. Allez, je vous le remonte une dernière fois. Allez tout de suite découvrir pour ceux qui connaissent pas la musique de Type O Negative. Vous avez été plusieurs me dire que vous connaissiez pas. Vous allez voir que c'est indispensable. Une fois que vous aurez mis le nez dedans, c'est comme un pot de confiture ou une ligne de CC. On ne peut pas sans. Nota bene Normand. Bonsoir, bonsoir monsieur. Salut et bienvenue. Mais pour la première fois, du coup. Bon, t'arrives un petit peu à la fin, mais c'est pas grave. Il nous reste encore une petite demi-heure. Voilà. Et bienvenue et installe-toi. Bienvenue. Et t'as découvert à la fac par un gothique de l'Est. Oui, il fallait être un peu de l'espace pour découvrir Sopor et moi je trouve ça, waouh, qu'est-ce que c'est bien. Franchement, c'est très particulier, hein, on va être tout à fait d'accord, mais c'est justement pour ça que c'est très bien. Et ça faisait justement partie de la BO de cette fin d'année 90 et début d'année 2000, durant laquelle on a découvert des choses un peu différentes. Et il est vrai que Type O Negative a apporté un peu ce souffle gothic metal que d'autres ont repris. Je vous parlerai plus avant, la prochaine fois, d'autres groupes de cette mouvance-là qui m'ont énormément marqué à l'époque. On parlera de Catatonia, qui est un groupe que j'adore, que je trouve vraiment formidable. On parlera de Tiamat, qui est un groupe que j'aime aussi par-dessus tout. Enfin, on parlera de beaucoup de choses, voilà. On va peut-être s'arrêter là pour ce qui est de l'explication de texte global. On va faire hop,